Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons venir résumer le second cours magistral de personnalité. Et on commence, il y aura deux petites parties du coup dans ce petit résumé. Déjà la première où on parle des qualités que doit avoir un test pour être, disons, opérant. Et dans une seconde partie, on va venir comparer les tests objectifs des tests projectifs. On commence tout de suite. Pour qu'un test puisse se mesurer correctement, celui-ci doit avoir plusieurs caractéristiques. Un test se doit d'abord d'être standardisé. Au niveau du matériel, donc là, typiquement le mode de passation qui peut être en auto ou hétéro-passation. Donc typiquement si c'est nous-mêmes qui lisons les questions ou si c'est l'expérimentateur ou le psychologue qui nous lit les questions, ou plutôt les affirmations auxquelles nous pouvons répondre, par exemple dans un test de personnalité. Ou encore une égalité en ce qui concerne les outils à disposition pour effectuer les tâches, pour effectuer des tâches identiques. Donc il y avait l'exemple avec les enfants qui doivent faire un dessin. Le mieux, c'est qu'ils aient du coup le même matériel pour dessiner, donc au sens où qu'il n'y ait pas un enfant qui est crayon de mine versus d'autres enfants qui ont des crayons de couleur, de multiples couleurs, typiquement. Donc même nombre de crayons et même crayon, quoi. Donc ensuite, un test doit être aussi standardisé au niveau des consignes. Donc autrement dit, ça doit être les mêmes consignes globalement pour tous les participants, bien qu'une adaptation soit possible dans certains cas. Typiquement, si c'est par exemple un jeune enfant et qu'il a un petit peu du mal à comprendre ce qu'on lui dit, on peut un peu reformuler pour qu'ils comprennent, parce que bien sûr, le but, c'est que tous les sujets comprennent ce qu'ils doivent faire et qu'en fait, ils, ouais, juste qu'ils soient capables de tous comprendre ce qui est attendu d'eux. En fait, peu importe la formulation finalement, le plus important, c'est vraiment qu'ils comprennent. Même si c'est vrai qu'il y a dans les manuels un peu peut-être une certaine rigidité dans les consignes que l'on doit exposer au sujet. Alors, pour finir, un test doit être standardisé au niveau de la cotation ou du codage. Donc, autrement dit, un même comportement doit être codé de la même façon. C'est-à-dire apporter le même nombre de points, quel que soit le sujet. Donc, si il y avait l'exemple là de définir ce qu'est une sanction, si deux sujets répondent exactement la même chose, donc en gros ils émettent le même comportement, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas cotés de la même façon. Alors cette standardisation permet aussi de ne pas avoir de résultats qui varient selon le psychologue. Effectivement, le psychologue, que ce soit un sujet A ou B, ou que le sujet passe devant un psychologue A ou B, la cotation doit rester identique, c'est-à-dire un même comportement entraîne un même nombre de points dans le but de faire un score après. Dans les tests de la personnalité, des échelles de Likert sont souvent utilisées avec des degrés d'approbation ensuite codés en chiffres. Donc typiquement, vous savez, c'est de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord, avec différents échelons qui peuvent être 1 à 5, de 1 à 7. Après, du coup, on transforme cette réponse, par exemple pas du tout d'accord, en un chiffre, par exemple 0 ou 1. Alors avant sa publication, un test doit aussi être étalonné. Cela signifie qu'il passe par un grand échantillon représentatif de la population. Donc typiquement, c'est plusieurs centaines d'individus, et même que pour la WISC, euh, l'échantillon d'étalonnage comportait, il me semble, 1200 enfants entre 6 et 16 ans. Cet étalonnage permet de connaître la distribution des scores et ainsi rendre comparable le score d'un individu par rapport à sa population de référence. Donc typiquement, vous voyez, c'est la célèbre courbe de Gauss maintenant, où on voit enfin la loi normale, où en fait, euh, on crée cette loi à partir par exemple là pour la WISC, des 1200 passations. Donc on crée une loi normale avec par exemple la moyenne à 100, un écart type de 15, etc. Et typiquement, grâce à cette création de normes, on peut savoir si le sujet par rapport à sa population est bien en dessous, dans la moyenne. Par exemple, si on vous dit que vous avez un QI de 100 et que vous ne savez pas ce que ça veut dire, ben, il faut préciser qu'en fait, un QI de 100, c'est que vous êtes pile poil dans la moyenne. Donc en fait, euh, bah, vous n'êtes pas surdoué ni déficitaire, quoi, ni en déficit intellectuel, clairement. Vous êtes juste en fait dans la moyenne pile poil.
Alors en effet, le but même d'un test est de donner à un individu un rang. Ça peut être par exemple en centile. Typiquement, vous êtes au 50e centile, bah, c'est-à-dire que vous êtes pile poil au milieu de votre population, votre score est au milieu, donc vous êtes moyen quoi, par rapport à sa population. Alors ainsi, l'étalonnage permet de créer des normes, donc oui, encore une fois là, avec la règle des deux écarts types là, des deux écarts types d'écart, donc calculé à moins de 70 ou plus de 130, donc là c'est des normes, on donne grâce aux écarts types créés avec l'étalonnage ces sortes de limites là, 70-130, comme quoi inférieur à 70 on est un peu en déficit intellectuel, léger, et au-dessus de 130 on est un haut potentiel intellectuel. Et 129, eh ben, on n'est pas au potentiel intellectuel. C'est un peu ce que je trouve stupide dans l'idée de catégoriser comme ça. 129, t'es pas au potentiel intellectuel, 130, tu l'es. Alors finalement, qu'est-ce qui différencie les deux? Pas grand-chose. Ça permet aussi, l'étalonnage, de créer dans certains autres tests un seuil limite, donc on peut parler de cutoff, qui est de 16 par exemple pour la BDI, donc c'est une échelle mesurant la dépression d'un individu, disons le trait de dépression. Donc l'étalonnage est fondamental à l'utilité future d'un test. C'est sûr que si t'as pas étalonné, bah, tu peux pas comparer le résultat d'une personne à sa population. Donc il sert à rien le test. Donc typiquement, t'as eu 12 à un test. Par exemple, je sais pas, test d'anxiété, t'as eu 12. Oui, d'accord, 12, ça représente, je suis très anxieux, je suis peu anxieux par rapport à ma population, est-ce que je suis bien au-dessus, bien en dessous? S'il n'y a pas l'étalonnage, on ne peut pas répondre à toutes ces questions. C'est pourquoi on peut dire que l'étalonnage est fondamental. En plus de la standardisation et de l'étalonnage, un test doit nécessairement posséder trois qualités suivantes. Les trois qualités suivantes, pardon. Donc tout d'abord, il doit être sensible, c'est tout simplement un pouvoir discriminant qui permet une bonne dispersion des sujets. Donc typiquement, elle avait donné l'exemple lors du premier cours magistral, où si on fait un test de mémoire et qu'on a tous 10, bah là, c'est pas du tout sensible parce qu'on peut pas avoir tous le même niveau en termes par exemple de mémoire de travail, on peut pas avoir tous le même niveau de mémoire de travail, il y a forcément des différences interindividuelles. Donc si on a tous 10, c'est que le test n'est pas du tout sensible. Et on peut mesurer cette dispersion de sujet grâce à l'écart type. Alors ensuite, la deuxième qualité nécessaire, c'est la fidélité. Donc un test se doit d'être fidèle. Donc en fait, c'est une marge d'erreur faible dans la mesure. Donc là, vous avez l'exemple de la balance. Donc l'exemple de la balance, c'est typiquement, on se pèse une première fois, donc on voit notre poids. Et après, on se repèse une seconde fois et on voit qu'il y a 300 grammes d'écart en 5 secondes, on n'a pas perdu 300 grammes, quoi. Donc là, il y a une part d'erreur de mesure. Ou encore le radar qui vous flash à une certaine vitesse, alors qu'en réalité, il se peut, par, euh, par une certaine marge d'erreur, que vous étiez un peu en dessous ou un peu en dessus. Au-dessus plutôt. Alors cette erreur peut être quantifiée par un test-retest, c'est la stabilité de la mesure. Donc la corrélation entre les deux mesures doit donc être forte, donc pour les tests de personnalité, on cherche à ce que cette corrélation atteigne un niveau de 0,85, en rappelant que le maximum, donc 100% de corrélation, c'est 1. Alors en plus de la stabilité, on a la fidélité interjuge, qui peut elle aussi être mesurée en comparant les résultats de deux observateurs différents. Pardon pour le bruit. Des corrélations sont aussi faites dans ce cas. Donc souvent en fait elles sont souvent à 0,88 ou 0,89, donc autrement dit, les résultats sont presque identiques, au sens où il y a une très faible part d'erreur à cause du juge. Donc en gros, le fait que ce soit une personne et pas une autre qui te passe le test, ça a un très très peu d'impact, quoi. Donc ça c'est le but de la fidélité interjuge, c'est quel que soit le juge, t'as presque exactement le même résultat. Alors pour finir, troisième qualité, un test se doit d'être valide. Donc le test mesure bien ce qu'il est censé mesurer. C'est le but de la validité, c'est est-ce qu'il mesure bien ce qu'il est censé mesurer tout simplement, est-ce qu'on n'est pas à côté de la plaque en prenant en compte toutes les facettes d'un concept. Donc là il y avait l'exemple de la culture générale, au sens où je vous fais un test de culture générale qui parle que de musique et d'histoire-géographie.
c'est pas du tout complet, il faut voir d'autres facettes. Par exemple, je sais pas, par exemple, les mathématiques, du vocabulaire, etc. Alors, des réétalonnages des tests sont souvent nécessaires à cause d'effets générationnels. Alors, autrement dit, on peut avoir le vocabulaire qui varie en fonction des générations. Certains mots aux années 40, par exemple, ont totalement disparu aujourd'hui, et de nouveaux mots sont apparus aujourd'hui. N'est-ce pas le dictionnaire Robert? Et par exemple, la culture générale peut aussi varier, au sens où aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes, entre guillemets, ont une certaine culture, par exemple du manga, alors que typiquement aux années 60, le manga en France, ça n'existait pas trop, quoi. La distribution des scores peut aussi évoluer grâce à l'augmentation du confort socioculturel. Donc autrement dit, ce qu'on a un peu observé, c'est que globalement, au cours des dernières décennies, notre QI moyen de la population augmentait. C'est principalement grâce au confort socioculturel, autrement dit, on mange bien, on dort bien, donc on est plus efficace. C'est un peu grossi vachement le trait là quand même. Alors du coup, on passe à la seconde partie où en fait on va aborder les tests projectifs et les tests objectifs. Alors tout d'abord, les tests projectifs sont sous forme d'images ou de textes. Donc ça peut être des images ambiguës ou des textes un peu incomplets, permettant le libre cours à notre imagination, plutôt à l'imagination du sujet. Donc là, il y avait l'exemple des taches d'encre ou encore de textes à trous qu'il faut compléter. Ces tests permettraient au sujet de projeter une partie de son inconscient en utilisant librement son imagination. Le psychanalyste doit alors être en mesure d'interpréter la projection du sujet. Donc là, le problème, comme vous allez voir, je vais me dire juste après, c'est vraiment l'idée que les tests projectifs sont ancrés dans une théorie psychanalytique. Le plus connu de ces tests est le test de Rorschach. Il possède 10 planches contenant des taches d'encre, colorées ou non. Donc pour les plus pointilleux, elle avait dit monochromatique, bichromatique, polychromatique. Vous voyez l'idée quoi. Mettons des termes complexes à des choses simples. Ce type de test est rarement utilisé à cause de ses interprétations psychanalytiques, souvent remises en cause. Donc, par exemple, certains psychologues peuvent remettre en cause l'existence du complexe d'Oedipe, qui est un peu... c'est très psychanalytique, quoi. Excepté en France et en Amérique du Sud, où les théories psychanalystes sont encore majoritairement utilisées. Voilà, donc, la majorité de l'Occident, c'est la psychanalyse, c'est un petit peu parti dans la corbeille, quoi, alors qu'en France et en Amérique du Sud, enfin, c'est presque que en France, dans les pays occidentaux, où on maintient une certaine présence dominante de la psychanalyse. Alors parlons des qualités et défauts psychométriques du test. Le matériel et les consignes sont standardisés, mais pas réellement la cotation. Jusque la création, alors jusque-là je sais pas pourquoi ça n'est pas bon, jusque la création de la méthode Exner, donc par Exner, codant le test en partant de la localisation. La localisation en gros c'est est-ce qu'on voit, est-ce qu'on utilise toute l'image pour voir quelque chose, ou on utilise qu'une partie de l'image, donc un détail, petit ou gros détail. Donc du déterminant, donc est-ce qu'on a utilisé principalement la forme ou la couleur par exemple, et du contenu de la réponse projetée, donc est-ce que c'est, on voit un humain, on voit un animal, on voit une plante, on voit une créature fantastique, etc. Alors un manuel gargantuesque permet de coder les réponses les plus fréquentes, enfin gargantuesque énorme quoi, enfin c'est ce que nous a dit la prof, afin de créer un psychogramme. Donc en fait, normalement, à partir des réponses données du sujet sur ce qu'il voit, donc, par rapport à sa projection, on va pouvoir avoir une interprétation en créant en fait un psychogramme permettant de voir en gros euh, très globalement la personnalité du sujet entre guillemets. Après pour l'étalonnage, on n'en a pas du tout parlé, donc on peut se demander s'il y a eu un étalonnage sur le test de Rorschach. Alors ensuite, de nombreuses études ont été faites pour mesurer les trois principales qualités. Donc je rappelle, c'est la sensibilité, la fidélité et la validité. La fidélité interjuge semble très basse, donc en fait de 0,10.
Autrement dit, deux psychanalystes peuvent interpréter complètement différemment votre personnalité en utilisant le même test. Alors, personnalité entre guillemets, vous allez vite comprendre pourquoi. La stabilité est de l'ordre de 0.30 à 0.40, autrement dit, l'interprétation de notre personnalité peut diverger entre les deux moments de passation. Donc, on fait passer le test de Rorschach une première fois, une seconde fois 2 mois plus tard, et là, en fait, oh, t'as deux personnalités parfaitement différentes. Alors que la personnalité est censée être plutôt stable dans le temps. Alors, la sensibilité est bonne, avec des scores qui diffèrent entre les sujets. Hop. Alors, la validité reste en suspens car aucune comparaison n'a été faite entre les résultats d'un test de Rorschach avec d'autres tests. Donc, certainement pour cause d'un modèle théorique bien différent, au sens où là, le test de Rorschach apporte une interprétation psychanalytique, alors que les autres tests, c'est plus. Enfin, c'est d'autres modèles théoriques, on est bien loin de la psychanalyse. Pourquoi je me suis trompé? Je fais des fautes, pardon pour les fautes. Alors ici, c'est donc la validité de critères qui n'a pas été prouvée. La validité de critères, en fait, c'est de regarder que, observer qu'avec un test, on obtient le même résultat qu'en utilisant un autre test mesurant la même chose, vous voyez. Donc typiquement, deux tests mesurant la personnalité, et ben on doit obtenir une personnalité similaire en utilisant les deux tests. Il ne doit pas y avoir une différence, l'un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, quoi. Typiquement, s'il y en a un qui dit qu'on est très ouvert d'esprit, l'autre qui dit qu'on est très fermé d'esprit, on peut remettre en question la validité de critères d'un des deux tests. Finalement, le test de Rorschach ne semble pas suffisamment qualitatif pour mesurer la personnalité. Cependant, dans l'étude de cas cliniques, ce type de test peut être utile, notamment grâce à sa bonne sensibilité, autrement dit. On pourrait peut-être le servir pour savoir si la personne est en dépression, ou si elle a des idées suicidaires, par exemple si elle voit des armes à feu, ou je sais pas, un nœud coulant, ou quelque chose comme ça. Je pars un peu loin. Alors finissons avec la dernière partie, les tests objectifs. Et je reviens en quelques instants. Hop, reprenons. Alors du coup, les tests objectifs portent ce nom par opposition aux tests précédemment euh, présentés. Donc, autrement dit, leur nom test objectif, c'est juste pour s'opposer aux tests projectifs. Alors eux sont considérés comme de vrais tests de personnalité. Ces tests sont des inventaires contenant des affirmations ou des questionnaires auxquels le sujet doit répondre. Donc questionnaire, c'est un ensemble de questions, inventaire, ensemble d'affirmations. Alors suivant les tests, et encore une fois j'ai fait une faute, il faut vraiment que je vérifie avant de tourner, le sujet peut répondre en oui-non, ou en utilisant une échelle de Likert avec un nombre d'échelons qui varie. Donc par exemple, le néopire, ou le néopierre, je ne sais plus comment on dit, contient 240 affirmations auxquelles on peut répondre sur une échelle de Likert en 5 points. Donc je rappelle, ça peut être de complètement désaccord jusqu'à complètement d'accord avec un milieu. Donc là l'échelle est équilibrée, il me semble. Autrement dit, il y a un échelon central, donc le 3. Donc le troisième échelon, on peut dire en gros, ni l'un ni l'autre, je ne sais pas, c'est un peu une sorte d'abri pour pas trop se prononcer là-dessus. La plupart du temps, un item mesure une dimension précise. Donc, typiquement dans l'océan, enfin le Big Five quoi, t'as un item qui mesure la gravité, un item qui mesure l'extraversion, un nouvel item qui remesure la gravité, etc., etc. Une addition de l'ensemble des items mesurant cette dimension, typiquement, je sais pas, imaginons 20 items qui mesurent l'agréabilité, permet l'obtention d'un score. Deux catégories de tests objectifs existent. Donc on a les complets qui mesurent toutes les dimensions psychologiques. Donc typiquement le Big Five Océan, là, ça mesure les 5 composantes de la personnalité. Donc ouverture, conscienciosité, extraversion, agréabilité, névrotisme. Et encore le néo-pierre qui est complet quoi. Et sinon, on a aussi du coup les tests objectifs qui sont spécifiques. En fait, eux, ils se penchent sur une dimension ou un trait spécifique. J'espère que vous savez la différence entre dimension et trait du coup. Parce que j'en avais parlé du coup, enfin, on en avait parlé en cours, tout premier cours magistral.
Donc typiquement la BDI qui ne mesure que le trait de dépression, et une échelle d'empathie qui ne mesure que le trait d'empathie. Alors un test vient servir d'exception à l'ensemble des règles présentes. Le MMPI pour Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Je fais aucun effort sur la prononciation. Créé en 1943 avec une seconde version datant de 1996, cet inventaire contient 567 items que l'on répond par vrai ou faux. Bon, il y a aussi une case avec un point d'interrogation, mais il nous est demandé de l'utiliser le plus rarement possible, de façon exceptionnelle. Alors l'intérêt est ici de savoir comment l'on répond, c'est-à-dire comme la majorité ou non. Donc une majorité saine ou une majorité par exemple qui aurait un certain trouble. Donc des étalonnages ont été faits avec divers troubles comme par exemple la dépression, le TOC, la paranoïa. Enfin, là vous voyez c'est des noms de troubles datant de 1943 qui ont un peu évolué. On compte le nombre d'items auxquels on s'éloigne de la majorité et on compare à quels troubles nos réponses correspondent le plus. Donc, typiquement, si on a euh, une cinquantaine d'items qui s'éloignent de la majorité, on peut commencer à penser qu'on a un trouble. La question c'est lequel, et là on regarde les items, euh, on regarde à quelle majorité nos réponses correspondent. Typiquement si on répond comme une majorité dépressive, quoi. Certains items peuvent servir pour plusieurs dimensions. Donc, il y a l'exemple d'un item qui peut servir à la fois pour les dépressifs et les anxieux si les deux répondent majoritairement non à cet item. Ou plutôt faux. Voilà, je mets non alors que c'est du vrai faux. Et là, voilà, je répète un peu, 50 items loin du sein, on peut commencer à regarder les items loin de cette majorité saine. Alors aujourd'hui, il est très peu utilisé car les médecins ont souvent un minimum de pistes alors que le MPPI est très global et coûteux. Coûteux en termes de temps. Autrement dit, on a souvent une petite idée avec l'anamnèse, en étant en entretien avec la personne, le patient, ce qu'il peut bien avoir. Donc le mieux, c'est de faire, disons, un test spécialisé dans le trouble qu'on soupçonne, pour vérifier s'il le possède bien, plutôt que de faire le MPPI, qui est là pour diagnostiquer plein de troubles différents et qui est beaucoup plus lourd, avec ses 567 items. Alors l'intérêt méthodologique de ce test est qu'il possède aussi des échelles de validité, permettant de vérifier qu'un sujet n'a pas répondu n'importe quoi. En effet, on peut parfois se faire passer pour plus ou moins de ce que l'on est réellement. Donc là, il y avait l'exemple, on peut se faire passer pour un schizophrène pour éviter les services militaires, ou encore se faire passer pour quelqu'un d'idiot, donc moins intelligent qu'en réalité pour le QI. Enfin, pas idiot, mais typiquement qui fait semblant de ne pas réussir à mémoriser 3 chiffres, quoi. Après, pourquoi on fait ça? Enfin, pourquoi le sujet ferait exprès de passer pour moins intelligent qu'il l'est réellement? Là, je ne sais pas. Les tests objectifs n'ont pour la plupart pas d'échelle de validité, et n'ont donc pas de preuve que nos réponses sont cohérentes. Donc en fait, ils n'ont qu'une preuve si on a répondu au hasard, ou si on a été sérieux en fait, ou si on se fait passer pour ce qu'on n'est pas. Ainsi, de par la transparence des items, donc autrement dit, on sait souvent ce qui est mesuré. Quand tu regardes l'item, les items du Big Five, tu peux rapidement savoir si on mesure chez toi à cet item le névrosisme, ou par exemple l'agréabilité, ou l'ouverture, etc. Et du coup, ça fait que rien n'empêche au sujet de se créer une fausse personnalité. Donc si tu veux, tu fais le Big Five et tu te fais complètement passer pour quelqu'un d'autre que tu n'es absolument pas, et ça va te donner un profil complètement différent de la réalité. Et puis il y avait aussi, pour finir, le petit exemple de l'entretien d'embauche. Typiquement, si on vous demande, vous arrivez à vos rendez-vous en retard? Enfin, on vous affirme cette phrase et que vous le mettez, euh, enfin, vous voyez cet item et vous devez répondre de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. Je pense que pour être bien perçu, quitte à mentir, vous allez dire tout à fait en désaccord. Plutôt parfaitement en désaccord, bref, les deux passent. Et donc voilà, je voulais juste terminer cette vidéo par un petit paint final qui vient résumer tout simplement les questions des différents atouts que doit avoir un test tout simplement. Et du coup, moi je vous laisse là-dessus. Je vais vous mettre c'est petit paint final, je tente un nouveau truc là vite fait. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.